Vanakkam. You are most welcome at CGPLE for the Tamil New Year celebration. Our conference on the great poet Subramanya Bharati by Dr. Vidya Venkatesan is about to begin. Vanakkam, Tamil Puttandu Vazhthukal. Bonne année à vous. Je vous présente un de mes poètes préférés, à mon avis, un des plus grands poètes qui ait jamais né. Et il s'appelle Subramanya Bharati. Comme il a écrit en d'autres langues aussi, mais surtout le tamoul, je pensais que ce serait une bonne idée de commencer par une petite appréciation de sa poésie tamoul. Avant de m'entamer avec Bharati, Subramanya Bharati, j'aimerais surtout féliciter Fred Negrit pour son Padma Shri. Nous sommes très fiers de toi, Fred. Enfin, l'Inde a su reconnaître le service grandiose que tu rends à l'Inde, aux langues indiennes. Donc, nous te saluons, nous te souhaitons plein de bonnes choses. Et je saisis l'occasion parce que c'est la nouvelle année et c'est le meilleur moment de présenter ces vœux. Donc, félicitations, Fred. En toi, l'Inde honore non simplement l'institution que tu gères, mais le pays que tu représentes. Quand je parle du pays, je ne parle pas de la France, je parle de Guadeloupe. Donc, voilà. Alors, on commence avec Subramanya Bharati. Subramanya Bharati, ou Subbaiah, est la voix de la modernité dans la poésie tamoule, au même titre que Baudelaire ou Proust dans la littérature française. Un touche-à-tout génie, il a excellé dans plusieurs genres comme la poésie, la prose, les écrits journalistiques, les essais politiques, le théâtre, la traduction et que sais-je. Sa vie est devenue une légende et il est difficile de séparer la partie du mythe de la réalité. Ses descendants, à commencer par sa femme, décédée depuis, ont essayé de nous permettre de voir plus clair, mais Bharatiyar, comme tout amoureux de la littérature tamoule le connaît, s'est fait une place intime dans nos cœurs. Il est le Bharatiyar de celui qui le récite, de celui qui le chante et de celui qui le lit. Sachez quand même que sa contribution au journalisme est reconnue comme pionnier. Swadeshamitran, Chakravartini, India, Balabharatam, Suryodayam, Karma Yogi, Dharma sont quelques journaux où il a travaillé comme rédacteur. Et ces articles ont également été publiés par Madras Standard, Vivekabhanu, etc. en tamoul, qui a commencé à écrire les premières nouvelles en langue tamoul. J'ose me présenter devant vous pour partager mes idées sur son œuvre. Je ne suis pas spécialiste de tamoul, encore moins la spécialiste de Bharati. Je fais partie de la grande diaspora tamoul à Mumbai et ma mère m'a toujours chanté la poésie de Bharati comme berceuse. Les associations culturelles tamoul à Mumbai fêtent tous les ans la journée de Bharatiyar et des plus petits aux plus grands y participent, la joie au cœur. Plus tard, quand j'ai étudié la littérature Kuli dans l'océan Indien, j'ai découvert que seul Bharatiyar et Munshi Premchand se sont préoccupés du sort de ces fils de l'Inde qui ont quitté la terre-mère, poussés par la misère et la maladie, traversé le Kalapani pour s'user dans les plantations sucrières françaises. Récemment, j'ai décidé de suivre les traces épiques du Ramayana dans l'île de la Réunion. Cela s'appelle le Baldon, qui est la version créolisée de Bharatam, et d'une tradition folklorique où le théâtre de la rue de Tamil Nadu, Tirukuttu, puise ses ressources. De nouveau, j'ai croisé Bharatiyar dans le sermon de Panchali Shabadam, qui résonne avec le poème de Karpana Marimuthu, La rage de Pandiale. Pandiale étant le nom donné à Draupadi dans le Baldon. Dans les 20 minutes qui me sont accordées, je vais vous parler de Bharatiyar.
comme je l'aime. Commençons par son nom. Ses parents brahmanes l'ont appelé Subramaniam. Bharati est le nom de la déesse Saraswati, la déesse du savoir. Et ce titre d'honneur lui a été accordé à l'âge de 12 ans par un seigneur local. Par la suite, il fut connu comme Mahakavi, le grand poète. Il a été élevé dans la tradition des Védas et des Upanishads, comme tout jeune garçon de son milieu. Il a été très vite attiré par la poésie tamoule. C'est aussi le moment de la grande renaissance littéraire du Shaiva Siddhanta, le bhakti des Nayanmar et leur production prodigieuse et facilement accessible grâce à l'imprimerie. Toute la poésie de l'époque Sangam, Bahananuru et Purananuru nourrit cette intelligence supérieure et la langue de Tamoul devient une déesse qu'il adore et Tamil Nadu, son pays, complet. Je vous cite, சென் தமிழ்நாடு என்னும் போதினிலே ஒரு தேன் வந்து பாய் எதிர்ச்சினிலே ஒரு சக்தி பிறக்குது மூச்சினிலே. Entendre parler de mon pays, சென் தமிழ்நாடு, fait couler du miel dans mes oreilles. Une nouvelle énergie est insufflée dans tout mon être. தந்தைய நாடென்ற பேச்சினிலே ஒரு சக்தி பிறக்குது மூச்சினிலே. Mais cet attachement à sa langue et sa culture tamoule ne l'a jamais empêché d'aimer l'Inde dans son intégralité, avec toutes ses langues et toutes ses cultures. Il est notoire que Bharatiyar était un homme qui pratiquait plusieurs langues indiennes et étrangères, notamment le tamoul, le sanskrit, le hindi, le français, l'anglais, entre autres. Il connaissait à fond les poètes romantiques anglais comme Keats et Shelley. Des racines bien enfoncées dans le sol indien et des branches qui s'étendaient sur plusieurs siècles donnaient à sa poésie une envergure peu commune à son époque. L'Inde de l'époque de Bharati faisait pitié. Dans le poème Mon cœur bouillonne, le poète décrit la situation du peuple indien. Il rampe, incapable de marcher ou même se tenir debout, fragilisés par la maladie. Les enfants aveugles d'un pays où 1000 formes artistiques fleurissaient autrefois et suivent la voie dictée par le maître colonial. Tels les bêtes de somme, ils suivent la voie du maître colonial. Ils ne vivent pas, ils subsistent. Ils décident de devenir le chantre de ce pays. Mais la lutte contre l'impérialisme anglais avait déjà commencé. Le Congrès avait plusieurs factions et les voix plus modérées, comme celle de Mahatma Gandhi. À côté de ces voix plus modérées, comme celle de Mahatma Gandhi, il y avait des voix révolutionnaires, comme celle de Gokhale, Lokmanya Tilak. Ceux qui ont participé à la marche du sel dans le sud entonnaient ces poèmes et ces chansons. Entonner les poèmes de Bharati et les chansons de Bharati. Il faut reconnaître que son patriotisme n'était point restreint à sa province ou à son pays. C'est un appel à la liberté contre tout joug. C'est la résistance à toute oppression. C'est la protestation contre l'injustice. Il est au courant des nouvelles qui viennent d'ailleurs. Il voyage partout en Inde. Il consacre un beau poème à Chhatrapati Shivaji. La révolution russe le passionne. Il y voit l'œuvre de la déesse toute-puissante, Shiva Shakti. Il a composé des vers en l'honneur de Mazzini, de Garibaldi, les unificateurs d'Italie. Son amour pour la patrie est une religion, une forme de bhakti ou dévotion personnelle, Desha Bhakti, et Bharata Mata est la déesse qu'il adore. Donc sa poésie vibre de bhakti résonne avec ses compatriotes qui sont des croyants et des pratiquants de toutes les religions indiennes. Mahatma Gandhi aussi s'est servi de l'épopée du Ramayana, mais cette dévotion vishnouite n'avait pas le dynamisme énergique que Bharatiya trouvait dans la dévotion shivaïque. Shiva et Shakti étaient un couple égalitaire.
il n'en finissait, il n'en faisait qu'un et finissait comme Ardhanarishvara. Et avec Shakti, qu'il appelait sa mère, Bharatiyar lui-même avait une relation égalitaire. Il ne plaide pas avec une voix plaintive auprès d'elle. Il exige la justice. Il insiste qu'elle cède à ses prières. Il fait un inventaire de ses besoins. Ninnai Chilavarangal Ketpen. Regardez le ton. C'est pas un ton de prière, ce n'est pas une supplication. Il lui dit ce qu'il veut. Point barre. Ninnai Chilavarangal Ketpen. Adei nere indru yenak arulvai. Donc, c'est pas pour demain que tu vas remettre ça, chère déesse. Ce sera aujourd'hui, ce sera maintenant. Ninnai Chilavarangal Ketpen. Adei nere indru yenak arulvai. Alors, de quoi est-ce qu'il a besoin? J'ai besoin de certaines choses et tu me les accorderas sur le champ. Quoi qu'il vit dans la misère, il ne lui demande pas des biens matériels, mais la disparition de la peur, l'annihilation de la couardise, la capacité de mener l'humanité vers la lumière. N'est-ce pas le poète mage Victor Hugo que nous retrouvons en lui? Quand il se plaint auprès d'elle, comme son fils bien-aimé, de sa condition matérielle, la métaphore qu'il utilise est celle d'un bel instrument de musique, le vina sonore, qui est délaissé, couvert de poussière, négligé. Nallador vina shede. Il voudrait que Shiva Shakti lui accorde la force et le courage pour mener son pays vers la liberté. Je voudrais attirer votre attention au fait qu'il tutoie la déesse. Ninnai Chilavarangal Ketpen. Il croit que tout lui est dû. C'est son droit, c'est sa mère. Il l'aime, donc il réclame. Tout ce qu'il lui fait et tout ce qu'il fait, on y lit une certaine autorité affectueuse, filiale. En 1905, Bankim Chandra Chatterjee a écrit la chanson qui va émouvoir tout le pays, Vande Mataram. Selon Sri Aurobindo, cette chanson était un mantra auquel toute une nation a été initiée. La mère Inde s'est révélée. Il fallait construire son temple, l'y installer en tout honneur. Plus jamais la nation n'acceptera de rester les poings liés, la tête penchée devant l'oppresseur colonial. Bharatiyar a entrepris 2 traductions de cette chanson en tamoul. La première était plus fidèle à l'original, mais convenait moins au chant. La deuxième était une adaptation qui se servait des jeux de mots, l'allitération, le trempé, une musicalité intense, comme les poèmes de dévotion shivaïte. Il a choisi l'assonance au lieu de la rime. Il donnait une valeur. Cela lui donnait une valeur de sorcellerie incantatoire. Quand il s'adresse à Bharata Mata, c'est tantôt en fils abandonné, tantôt en dévot délaissé. Dans les traditions exquises des Alvar et des Nayanmar, des dévots Vishnuites et Shivaïtes, il lui donne l'aubade. Réveille-toi, mère, ouvre tes yeux. N'entends-tu point les prières de tes enfants dans 18 langues? Mais la vraie liberté de l'Inde viendrait seulement quand elle se libérera de l'oppression des castes et accordera aux femmes leur juste place. Mais là, n'est-ce pas logique? Alors que les partis politiques anti-brahmanes l'ont toujours réclamé comme un poète révolutionnaire, malgré ses origines brahmaniques, car il disait qu'il était le poète du peuple, le poète de la révolution. Il n'avait pas tort, car il a toujours protesté contre l'hégémonie brahmane. Le port d'une moustache était une geste anti-brahmanique. Pire, il a mis un cordon sacré à un non-brahmane et a déjeuné avec lui, transgressant les lois strictes de sa caste de l'époque. Bharat Samudayam Valha Valhave. Nous sommes tous de la même race et caste. Nous sommes les enfants de Bharata. Nous sommes égaux devant la langue. Chacun est roi dans ce pays. Tant qu'on ne chérit pas l'intelligence des femmes, l'ignorance continuera à régner
dit-il dans son poème Mourache au tambour. Dieu nous a accordé deux yeux. Pourquoi le fermer? C'est nous qui voyons moins bien. Subjuguer une nation, c'est subjuguer un pays. La déesse Parashakti verra d'un mauvais œil. Kummi est une danse folklorique du Tamil Nadu, comme le Garba au Gujarat. Il a utilisé ce genre pour appeler les femmes à s'unir et protester contre les superstitions, les vieilles traditions qui pèsent sur elles. Les femmes font du kummi en se tapant les mains, vous le savez très bien. Le poète dit « Tapez vos mains si fort que tout le Tamil Nadu se réveille. » கும்மியடி தமிழ்நாடு முழுவதும் குலுங்கிட கைகொட்டி கும்மியடி. Le poète dit tapez vos mains si fort que tout le Tamil Nadu se réveille, que les esprits maléfiques qui vous possèdent soient chassés loin. கும்மியடி தமிழ்நாடு முழுவதும் குலுங்கிட கைகொட்டி கும்மியடி, நம்மை பிடித்த பிசாசுகள் போயின, நன்மை கண்டோம் என்று கும்மியடி. Il condamne le mariage des enfants. Il dit qu'on vend les petites filles et les jeunes filles comme on vend des chiens. நல்ல விலை சொல்லி நாயை விற்பார், அந்த நாயிடம் யோஜனை கேட்பதுண்டோ? On vous vend comme on vend des petits chiots. Est-ce qu'on demande au chien s'il a envie d'être vendu ou non? On vous traite de la même façon, ne l'acceptez pas. Il a imaginé la femme de demain, புதுமை பெண். Et comment est-ce qu'il l'a décrit? நிமிர்ந்த நடையும் நேர்கொண்ட பார்வையும். Elle marche la tête haute. Elle vous regarde droit dans les yeux. Le Bharatiya que j'aime avant tout et surtout est le chantre de l'amour. Le dieu Krishna se transformera en son amante Kannamma. Mais il y a une petite différence. Ici, le poète, l'homme, l'élément masculin, attend l'élément féminin, Kannamma, sa bien-aimée. Et c'est elle qui lui pose le lapin. Normalement, le topos de la femme qui attend est assez courant dans la poésie indienne. Le Natya Shastra la nomme Virahanaika. Elle cherche son chemin au milieu de la nuit noire pour venir au rendez-vous et son bien-aimé n'est pas là. Ce n'est pas le cas de notre poète Bharatiya qui dit où est-ce qu'elle l'a convoqué? Au bord de l'eau. Au coin sud, au milieu du jardin de fleurs de champa. பார்த்திருந்தால் வருவேன் வெண்ணிலாவிலே. Attends-moi, je viendrai. Par là, pleine lune. காத்திருந்தால் வருவேன் வெண்ணிலாவிலே. வார்த்தை தவறிவிட்டாய். Tu n'as pas tenu parole, கண்ணம்மா. வார்த்தை தவறிவிட்டாய், கண்ணம்மா. மார்பு துடிக்குதடி. Tout mon être brûle. Voilà. Et ça continue, donc je vous fais grâce de ça. Partout je vois ton image. Mon cœur tremble, ma tête tourne, je souffre. La lune prend la terre entière dans ses bras. Le monde sombre dans le silence, alors que je suis seule, abandonnée aux enfers de l'oubli. Je vous assure que c'est la toute première fois qu'un homme poète parle d'attendre. Je ne connais pas très bien toute la poésie du monde, mais dans la poésie tamoule et sanskrit, c'est sûr que l'homme n'attend pas, c'est la femme qui attend. Et voici notre Bharatiya avec son Pudmaipen qui imagine le cas de lui poète qui attend et qui est déçu par la femme bien-aimée qui ne vient pas. Quel renversement de rôle! Quel pathos, mais masculin! La souffrance d'un amant délaissé a rarement été évoquée avec plus de délicatesse et de raffinement. Tout ce que je viens de vous dire n'est qu'un centième de tout ce que j'ai envie de vous dire sur ce poète extraordinaire. Si seulement il avait été traduit, il aurait sûrement gagné le prix Nobel lui aussi. Depuis, il y a eu de belles traductions. On espère que ce beau travail continuera et on découvrira d'autres facettes de ce fils remarquable de Bharatiya. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Je remercie Vidya de son intervention exceptionnelle. Nous aurons beaucoup de questions à lui poser. Je crois que ce serait peut-être préférable que Harry Gauthier intervienne d'abord. Oui, ce sera une bonne idée. Donc, Harry Gauthier, comme vous connaissez, est un grand écrivain francophone. Euh, il a été élevé en partie ou en grande partie à Pondichéry. Il habite, sa maison ancestrale se trouve en face de la maison de Subramania Bharati, qui est un lieu de pèlerinage pour des amoureux de Bharati. Et il m'a proposé qu'il aimerait dire quelque chose, ajouter un complément très intéressant à Bharati et ce qu'il a dit sur le travailleur engagé. Comme je vous ai dit, le travailleur engagé est évoqué dans une série de poèmes qui s'appelle Karumba Totatile, dans les champs de canne à sucre. Et il dit, comment se fait-il que personne ne parle de nos frères et de nos sœurs qui sont partis? Est-ce qu'il demande au vent de lui apporter de sécher les larmes des femmes qui pleurent là-bas dans ces champs de canne à sucre, victimes d'abus, victimes de la plus grande trahison, et pire, elles ont été oubliées par leur patrie mère, qui est trop occupée avec sa lutte d'indépendance. Harry est en train de faire une traduction de Karumba Totatile et je l'attends avec impatience. Et il va surtout nous apporter un complément d'information sur Subramania Bharati. Harry, tu es là? Oui, je suis là. Avec plaisir. Merci, Vidya, et merci à Frédéric de m'inviter à cette séance. Et je suis très, très content de voir Appasamy Murugayan, dont j'admire les travaux. Son Céléré Partout, qui était un magnifique essai, et a été une source d'inspiration parce que le hasard ou le destin a fait que je possède un des Céléré Partout qui a pu être sauvegardé après toutes ces années et tous ces siècles. Et j'ai écrit une forme de poésie à travers ce Céléré Partout qui a été traduit en anglais, qui va être publié à l'Université d'Hawaï par Raji Mohabir. Et aussi, la version française va être publiée par Valérie à La Réunion, par l'Université de La Réunion. Mais pour venir à Bharati, euh, pour les gens, pour les personnes qui ne savent pas, mon deuxième ouvrage qui s'appelle Le Tinai est le premier ouvrage écrit par un franco-pondicharien qui parle de l'engagisme en Guadeloupe. La première fois. Ça n'existe pas. Des personnes ont travaillé sur l'engagisme, mais pas dans le format littéraire en tant que roman. Donc le Tinai est le premier roman qui parle de l'engagisme de la Guadeloupe. Et pourquoi je suis venu à ça? C'est justement en habitant en face de chez Bharati. J'avais 5 ou 6 ans quand on a déménagé devant chez Bharati. Et toute mon enfance a été bercée par les poèmes de Bharati, par les écrits de Bharati. Donc, je me suis complètement immergé dans son univers. Et un des poèmes qui m'a le plus marqué, c'est justement Karumba Totatile. Parce que les autres, je pourrais comprendre qu'on parle de l'Inde, de l'indépendance, de la révolution et surtout de la condition de la femme. Mais pourquoi ce poème, Karumba Totatile, qui évoque justement la condition des femmes au Fidji? Et intéressamment, en faisant mes recherches, en 1851, Challama, qui est l'épouse de Bharati, a fait une émission radio à Tanjore et elle raconte comment un jour elle trouve Bharati devant la maison, sur son tinai, en train de pleurer. Et elle lui dit, mais pourquoi tu es en train de pleurer? Il dit, ça ne peut plus durer. Il dit, ça ne peut plus durer quoi? Et donc là, il évoque justement le Karumba Totatile. Et le Karumba Totatile, il n'a pas voulu vraiment l'écrire de façon volontairement, parce que les conditions des engagés qui sont partis dans toutes les îles sucrières étaient déjà connues à l'époque. Et il y avait une personne qui s'appelait Sarojini, je ne sais pas si c'est Sarojini Naidu ou une autre Sarojini, avait écrit des poèmes en hindi et en anglais, mais qui n'a pas été traduit en tamoul. Et donc, on a demandé à Bharati, à des personnes de le traduire en tamoul, et personne n'était là pour le faire. Et donc, Karumba Totatile est un des poèmes, par contre, parce qu'il en a écrit plusieurs. Mais quand ces poèmes ont été repris par l'État du Tamil Nadu
dans les années 30 et quelque chose, euh, ils ont omis de traduire, enfin de publier tous les autres poèmes. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve uniquement avec le Karamboto Fetile, qui est un poème magnifique, très poignant, très touchant. Je vais juste vous lire quelques passages, le passage en tamoul, et j'ai essayé de traduire en français, mais pardonnez-moi, je ne suis pas un traducteur, je suis plus un écrivain créatif. Donc, c'est pas encore fini, mais le fait que je sois poète peut me permettre plus tard de le mettre dans une forme beaucoup plus poétique. Mais là, j'ai juste traduit, mais le format poétique viendra plus loin. கரும்பு தோட்டத்திலே அவர் கால்களும் கைகளும் சோர்ந்து விழும்படி வருதுகின்றன. இந்து மாத தம்ம நெஞ்சு கொதித்து கொதித்து மெய் சுருங்குகின்றன. அவர் துன்பத்தை நீக்க வழி இல்லையா? ஒரு மருந்து இல்லையா? செக்கு மாடுகள் போல் உழைத்து தேங்குகின்றனர் அந்த கரும்பு தோட்டத்தினிலே. Dans la calorée, leurs pieds et leurs mains sont épuisés. N'y a-t-il personne pour adoucir la peine de ces femmes hindoues? N'y a-t-il aucun remède pour calmer la douleur de leur cœur serré? N'y a-t-il aucun moyen de soulager leur souffrance? Elles s'échinent comme des bêtes de somme dans les plantations. பெண்ணென்று சொல்லிடிலோ ஒரு பேயும் இறங்கும் என்பார். தெய்வமே, எனது எண்ணம் இறங்காதோ? அந்த ஏழைகள் அங்கு சொரியும் கண்ணீர் பெறும் மண்ணீர் கலந்திடுமோ? தெற்கு மாக கடலுக்கு நடுவிலே அங்கோர் கண்ணற்ற தீவினிலே தனி காட்டின்றி பெண்கள் புழுங்குகின்றனர் அந்த கரும்பு தோட்டத்தினிலே. Même le diable s'émeut lorsqu'on invoque la femme. N'as-tu pas eu pitié, mon Dieu, de ces pauvres âmes qui versent des larmes mêlées à la poussière? Dans cette île lointaine de l'océan du Sud, seules nos femmes souffrent en silence dans ces plantations. Peuvent-elles penser à leur pays sans voir les jours qui passent? Peuvent-elles penser à leur terre? Ô vent, entends-tu leur lamentation? Peux-tu délivrer les mots murmurent dans le puits de la douleur? Elles pleurent de leur ilotisme, plongées dans la douleur. Elles pleurent leur chasteté disparue. Sans protection, elles peinent. Peut-on les laisser mourir? Vira Kali, Samundi Kali. Donc, c'est la traduction française que j'ai faite, vraiment en précipitation parce que Vidya me l'a demandé. Et donc, quand j'aurai un peu plus de temps, je le ferai sûrement, je donnerai plus un corps poétique hein, et je serai heureux de le partager à cette association. Vous serez le premier à l'avoir. Merci beaucoup. Merci, Harry. Nous remercions merci Harry et merci Vidya de vos interventions. C'était vraiment, en tout cas pour moi, très enrichissant. Je sais que nous avons des questions, beaucoup d'échanges à faire avec vous. Je vais peut-être demander au public, soit en visio, soit en présentiel chez nous en Guadeloupe, s'ils ont des interventions, des remarques ou des questions à poser. Je crois que c'est le moment ou jamais. Oui, alors il y a une question qui vient du professeur Moulouguéen qui est à Paris, je crois. Merci beaucoup, Vidya. Merci à Rigoté. J'ai jamais eu l'occasion de vous rencontrer. Justement, quand Fred m'a parlé de ton intervention sur Bharati, je lui ai dit, tiens, il y a le poème de Karambuto Tetinle que j'avais traduit à peu près 15 ans pour mes cours à Paris 8. Je lui ai promis de l'envoyer. Bon, je n'ai pas pu le faire parce que je n'ai pas retrouvé. Mais par contre, il y a une information très intéressante sur Karambuto Tetinle. Quand est-ce qu'il a écrit, pourquoi il a écrit. Effectivement, il n'a jamais été au Fidji. Il n'a jamais rencontré les femmes hindoues dont il le déplore tant dans ce coin. Et il a été invité à une conférence à Madras à cette époque. Donc, le monsieur qui a donné la conférence venait donc de Fidji. Donc, c'est lui qui a expliqué la condition des femmes, les travailleurs indiens dans les champs de canne à sucre, tout ça. C'est qui a incité Bharati à écrire ce poème. Donc, c'est vrai, c'est très touchant. Et aussi, quand on regarde un peu tout ce qui se passait, je pensais que tu parlerais un peu plus
de Bharati, c'était assez court. Je sais pas. Bon, moi, de toute façon, les Indiens de mon âge avions connu effectivement à l'école beaucoup de poèmes de Bharati. Et aussi, donc, de mon époque, le poème qui nous a beaucoup frappé, c'était Tani ஒரு மனிதனுக்கு உணவில்லை எனில் இந்த ஜகத்தினை அழித்திடுவோம். C'est-à-dire, s'il n'y a pas de repas pour un individu, nous détruirons cet univers. Bon, c'était un peu, moi, je sais pas chanter. Et après, il y avait aussi autre chose. சாதிகள் இல்லை அடி பாப்பா, குலத்தாழ்ச்சி உயர்ச்சி சொல்லுதல் பாவம். Il dit, il n'y a pas de différence de caste. Dire qu'il y a des castes hautes, castes basses, c'est un péché, il dit, c'est ça. Donc, il y a quand même, bon, effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne veux pas prendre donc, le temps. C'était justement, j'ai voulu ajouter cette information sur Karum Bhutto Tile, pourquoi il a écrit. Bon, bon, merci beaucoup. On aura l'occasion de suivre après. Je salue aussi Harry Gauthier à cette occasion. Je vois tout le monde. Donc, bon, je vous oublié donc de remercier CGPLI pour avoir organisé cette conférence. Voilà, merci Fred, merci CGPLI comme d'habitude. Bien. Alors, merci à Moulou en France. Au CGPLI, nous avons le docteur Prabha Vadi qui a une question, Oulouma. Docteur Prabha. Donc, merci à vous pour ces reportages et ces résumés très passionnants. Je n'ai pas eu beaucoup de temps dans ma vie de me pencher sur la littérature. Je sais que j'ai un livre à la maison, je n'ai pas pris la peine de le lire. Mais Je t'entends pas bien. Bonjour, Merci beaucoup. pour votre intervention de très haute qualité, que ce soit vous ou monsieur Eric. Et merci pour monsieur Morobayana Sami pour son intervention. C'était de la très très bonne qualité, très haut niveau de connaissances que vous nous avez apportées et c'est précieux pour nous. Personnellement, je suis de Pondichéry, donc je connais un peu, mais pas plus que ça, puisque bon, ma formation s'est déroulée en France, enfin dans les pays francophones. Et donc, j'ai un livre à la maison que je n'ai pas eu le temps de lire et je ne connais pas très bien, mais ce que j'aurais souhaité, c'est si vous avez un recueil traduit en français des meilleurs poèmes de meilleure qualité, ça nous aiderait peut-être à nous pencher sur la question de façon plus pertinente. Si c'est possible de nous envoyer les meilleures traductions possibles en français, ça nous aiderait beaucoup. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Ce que je voulais dire, c'est que c'est à ma connaissance très limitée, il n'y a pas encore eu de traduction. J'espère qu'Harry va le faire parce que c'est quand même un poète. Et je suis traductrice, il est vrai, mais je ne sais pas si je suis capable de faire comme il faut avec Bharti. Ce que je vous ai traduit, ce que je vous ai résumé, c'est ma traduction un peu sur le tas, mais mon rapport à Bharti est moins intellectuel qu'émotionnel. Comme je vous ai dit, moi aussi fait partie du diaspora et vous savez mieux que moi que quand on est diaspora, on s'accroche à ses racines. On trouve des moyens, n'importe lesquels, pour revenir vers ses racines. Moi, tout ce que je vous ai traduit, chacune de ces chansons, je n'ai pas osé vous les chanter parce que je ne suis pas chanteuse et surtout parce qu'avant moi, vous avez la musique des gens qui chantaient divinement bien. Mais par exemple, Shendamilnadenum Podinile est un comique qu'on faisait à la maison. Shendamilnadenum Podinile, oru ten vandu payudu kadinile, தந்தையந்தாடுன்ற பேச்சினிலே ஒரு சக்தி பிறக்குது முச்சினிலே. Ça, c'est pas de la musique carnatique ni même très mélodieux, mais comme enfant, on faisait du kumi avec. Et donc, c'est à ce moment-là, quand on faisait du kumi, on demandait à nos mamans qu'est-ce que cela voulait dire. Le tamoul de Bharati est infiniment compréhensible, mais en même temps, il y avait des choses qu'on ne comprenait pas et on nous expliquait. Et en fonction de ce que je sais, je vous ai donné un résumé. Et puis, il y avait des poèmes qui m'ont personnellement beaucoup touché. Par exemple, quand il va parler de Vande Mataram. Donc, pourquoi est-ce que j'aime mon pays? Je n'ai pas eu le temps de le citer,
écoutez, professeur Murugayan a eu raison de me dire que je n'ai pas dit qu'il fallait dire qui ont été courtes, mais écoutez, on n'est pas dans un cadre académique où je viens faire une intervention. C'est le nouvel an, vous avez 1000 choses à faire, vous m'avez accordé ça et il fallait bien me limiter à ça avec un poète comme Bharati. Donc, en parlant de Deshabhakti ou de l'amour de son pays, par exemple, il dit Tandayum tayum mahind kulavi irundadum yennaadu. C'est dans ce pays que mes ancêtres se sont réunis, se sont aimés. Et ce pays-là, où poussent mes racines, je salue les mains jointes. Vande Mataram. Donc, même le Vande Mataram, ce Deshabhakti est quelque chose de très personnel. Ce n'est pas seulement parce que l'un des grands, elle a une histoire immense, elle ça remonte à 5000 ans, mais parce que mes ancêtres sont nés ici. C'est mes gènes qui se sont mêlés à ce sol-là. Donc, si vous, il y a un tas de choses. Effectivement, je cherche une belle traduction déjà anglaise. Et puis, je compte beaucoup sur Harry de faire les traductions que je pourrais apprécier autant que vous. Merci beaucoup. Je peux ajouter une petite information. À propos de la traduction Prabha, il y a à peu près une trentaine d'années, je ne sais pas quand, on a célébré la 150e anniversaire de Bharati à Paris. À cette occasion, il a été publié une collection de traductions de poèmes de Bharati en français. Moi, j'en ai traduit trois. Bon, donc, cette traduction, je crois, se trouve actuellement au CGPLI. Comme Ah j'ai été oui, j'ai laissé pas mal de livres à gauche et à droite, donc c'est pas peut-être Fred s'en souvient. Il doit être chez vous, à côté de vous, Prabha, cette traduction dans la bibliothèque. Voilà, bon, donc il existe, il existe. Maintenant, Vidya, tu dois savoir, il a été traduit en anglais pas mal de fois par pas mal de traducteurs excellents. Sundaram, tout ça, Bharatiya poème en euh, anglais. oui, Il existe, il existe. j'ai lu ces traductions, Voilà. mais les traductions en français, si vous l'avez faites, évidemment, elles sont excellentes aussi. Mais Non, celles mais qui ça a été sont très bien. ouais, pas tout. Donc, il y avait juste quelque chose Mais qui quoi avait qu'il en été soit, je fait. pense que Bon, c'est une bonne idée. Fred, si vous pouvez partager ces traductions Avec françaises, plaisir. Avec je plaisir. pense que ça nous sera bien utile. Je mettrai le lien, les références sur le site et avec plaisir, bien sûr. Merci. Y a-t-il une autre intervention? Je sens. Ah oui, il y a Flora de la Guadeloupe. Oui, alors ces traductions seraient importantes pour nous parce que, étant issus euh, nous sommes de la diaspora, mais étant issus de parents hindous, nous nous sentons très orphelins, orphelines du fait que nous avons gardé nos chansons d'amour, les invocations sur les budgets, etc. Mais des fois, les prêtres Poussari qui le répètent ne savaient même pas ce qu'ils disaient. Ils répétaient de façon phonétique ce que les anciens leur ont transmis. Mais heureusement que maintenant, nous pouvons avoir la signification de ces choses. Et moi, je dirais, euh, je dirais pas étonné, mais je sens de la fierté de pouvoir, je dirais, découvrir que le pays de mes ancêtres a pu aussi produire des poètes, etc., qui nous permet qui nous fera certainement ressentir des choses sur lesquelles nous ne pouvons pas mettre des mots. Oui, merci beaucoup. Oui. Alors, il y a une question de Dimitri. J'avoue que je suis assez émerveilleusement surpris. J'ai cru que Vidya était totalement indifférente des points finaux, et puis voilà, je découvre qu'elle est tout à fait taboulophone. Bon, voilà. Je ne sais pas si vous êtes content ou pas. Je sais pas. Ça me fait plaisir. Oui, très bien.
Bon, alors, il idéalise la société indienne. Bon, mais quelles sont les répercussions que ça a eu, j'aurais aimé savoir, dans la société, sur la société indienne? Il n'a pas du tout idéalisé la société Ouais. indienne. Hein. Non, La critique vivement. oui, comment dire, il a montré ce qu'il aurait souhaité qu'elle devienne. Ouais, Mhm. ça, c'est vrai. Quelles ont été les répercussions sur la société? L'impact. Oui, l'impact. L'impact sur la société. Vous me dites qu'il a imaginé, il a proposé un idéal pour son pays et à quel point est-ce que cet idéal est atteint, c'est ça? Oui, oui. Oui, tout à fait. Ah ben, pas du tout, hein. L'idéal, elle reste toujours l'idéal. Mais je pense que pour son époque, dire ce qu'il a dit, ces critiques qui visaient le système des castes, le statut de la femme indienne, je pense que ça a eu des répercussions. Et aujourd'hui, la femme indienne, si elle occupe la place qu'elle occupe, qui n'est pas extraordinaire, mais quand même le fait que un certain progrès a été fait, c'est comme le deuxième sexe pour Simone de Beauvoir, c'était Pudumaipandi Bharatiya. Professeur Murugayan, vous voulez ajouter quelque chose de plus avant? Non, bon, je ne suis pas vraiment spécialisé dans ces choses-là, mais je sais, comme je disais tout à l'heure, les gens de mon âge étaient obligés, bon, pardonnez-moi de dire ça, passer par le poème de Bharati. Et aussi la société qu'il a voulu voir, c'était justement ça. Il n'a pas idéalisé l'Inde, mais il a critiqué l'Inde. Il voulait qu'elle devienne quelque chose de différent. Donc, il a mis aussi l'accent sur même le chant qu'il a écrit sur les champs de canne à sucre au Fidji. Il parle des femmes hindoues, comment elles souffrent. Il ne parlait pas des hommes. Et aussi, donc, il disait, j'essaie de me rappeler, disait donc la vraie indépendance, les vraies libertés qu'on aurait acquis, c'est seulement le moment où une jeune femme sort dans la rue librement sans peur, sans avoir peur. Donc, c'est vraiment il avait beaucoup d'imagination, il avait beaucoup de haine contre tout ce qui était, donc, comment on appelle ça, l'injustice sociale. Pour commencer par l'injustice sociale, il commençait par attaquer le système de caste. Il n'y a pas de caste. Il a dit carrément, c'est vraiment péché de parler de différence de caste, dire qu'il y a des castes supérieures, castes inférieures, tout ça. Bon, c'est un peu long, hein. On peut discuter. Et c'est vrai, c'est un poète qui a beaucoup écrit, qui sont encore valables pour l'Inde et aussi même pour n'importe quelle société moderne. Ce que je voudrais savoir, moi, c'est est-ce qu'à un certain moment, il a glissé vers la politique, carrément, puisque à travers ces mots, je retrouve un homme politique. Il a utilisé bien sûr. Tout à fait. Et il n'hésite pas, si vous voulez, à dire qu'il faut les castes, il n'en veut pas, donc un coup de pied dans la fourmilière. Même les dieux, il veut que les hommes s'adressent à ce Dieu debout, que Dieu doit avoir des hommes devant lui, debout. Voilà, donc c'est pour cette raison que je voudrais savoir ça. Si carrément il a glissé à un certain moment et c'est devenu un homme politique, même s'il est poète reconnu. Je pense que l'époque dans laquelle il vivait, madame, il était impossible d'être poète sans s'impliquer dans la politique. L'Inde était en pleine lutte de l'indépendance et lui, il a participé, comme je vous ai dit, c'est un homme c'est la partie du Congrès qui prenait le pouvoir et qui se faisait entendre. Et au début, il a commencé, il a préféré les révolutionnaires. Donc Lokmanya Tilak, Bal Gangadhar Tilak, etc. Donc, au début, il était avec les révolutionnaires, il pensait que c'était pas possible de gagner la liberté autrement. Mais une fois je ne sais pas s'il a rencontré Mahatma Gandhi ou s'il a lu ses écrits, il est profondément influencé par le mouvement du Satyagraha, de Ahimsa. Et on dit que la marche du sel, qui est quand même un acte de résistance
contre le régime, les gens qui allaient au bord de la mer pour fabriquer du sel, parce qu'on a imposé un taxe sur le sel que nous fabriquions de nos mains, de notre eau qui était salée. Ce taxe, Mahatma Gandhi a protesté contre, mais d'une manière non violente, et des gens, mais des foules sont partis vers la mer, et quand ils sont partis comme ça dans le sud, ils chantaient les chansons de Bharati, les poèmes de Bharati. Donc c'était un chantre de la résistance, mais tout simplement, personnellement, je pense que c'était un chantre de la liberté et de la résistance tout court. Évidemment, il aimait son pays. Évidemment, il voulait qu'elle gagne son indépendance. Évidemment, il voulait que la société se réforme, qu'elle rejette le système des castes, qu'elle reconnaisse en la femme son idéal, que le rapport à Dieu soit un rapport individuel, égalitaire, entièrement d'accord. Mais c'est aussi un poète qui était pour la liberté tout court, de tout peuple, le refus de tout joug, la reconnaissance de toute femme comme égale de l'homme. Et c'était un croyant et un pratiquant, mais sa religion, son interprétation de l'hindouisme n'était pas celle de la supplication, n'était pas celle de la prière. On ne se trouve pas devant un dieu ou une déesse toute puissante. Déjà, il préfère la déesse. On n'est pas devant une force supérieure à genoux, les mains jointes, la tête baissée. Non. On regarde la divinité dans les yeux. On dit, toi, tu m'as créé, tu me dois ça. Mais ce que j'apprécie de nouveau dans cette prière n'est pas, après tout, il ne vivait pas dans la richesse. C'était un homme pas très riche, hein, vraiment pas riche. Oui. Et lui, il ne demande pas des sous. Vous comprenez? Il aurait pu dire que j'ai un beau palais, que j'ai 4 chevaux qui attendent à ma porte. Non. Ce qu'il demande, c'est le courage. C'est la capacité de mener l'humanité vers la lumière. C'est pourquoi il me rappelle beaucoup Victor Hugo dans Le Poète Mage, qui dit que c'est celui qui vit dans le futur, c'est celui qui mène le film. Est-ce que j'ai répondu à votre question? C'est large. Oui. Ratissez large, vous avez ratissé large aussi. Quelle serait l'influence française chez ce poète? Moi, personnellement, je vois beaucoup C'est un homme qui lisait énormément. C'est quelqu'un qui s'est réfugié à Pondichéry, donc on a toutes les raisons de croire qu'il parlait français. Est-ce qu'il lisait également la poésie française? Est-ce qu'il a été influencé? Je n'en sais rien. Mais pour moi, beaucoup de ce qu'il dit, je trouve des résonances chez un Victor Hugo, chez un Baudelaire. Vous voyez, il y a des choses, surtout pour moi, Victor Hugo et Bharati, il y a tant de résonances, il y a tant de choses en commun. Mais la seule différence étant que Victor Hugo avait une vie quand même personnelle assez riche, alors que Bharati va vivre quasiment dans la misère. C'est une vie extrêmement riche, mais pas une vie avec des moyens. Mais quand il écrit, on a l'impression que c'est un homme richissime en idées, en émotions, en sentiments, rien que son choix de mots. Vraiment, il mérite son titre de Mahakavi, le grand poète. Je disais, Bharati avait traduit le Marseillais en tamoul. Hein, et c'est publié dans ses recueils de poèmes. Oui. Nous avons une question en Guadeloupe, là. Vas-y. Alors, il y a une vision de la poésie que vous présentez. D'ailleurs, cette vision est très large et l'imagination du poète ne s'arrête pas seulement à je dirais, à la politique, parce que la politique, c'est la manière, c'est la police de la ville. C'est-à-dire, c'est la manière de faire quelque chose pour son pays. En effet, on peut dire qu'il a fait de la politique, il écrit en politique, mais on ne peut pas dire qu'il est politicien, parce qu'il a une vision plus large. Je n'ai pas entendu les poèmes, mais d'après ce que vous avez commenté,
il a une vision très large du monde indien. Et dans cette vision, tamoul peut-être aussi, dans cette vision, il y a la liberté, il y a la générosité, il y a cet espace pour la femme, la libération de la femme. Il y a beaucoup de thèmes et on ne peut pas s'arrêter seulement à une thématique. Avec lui, je crois qu'il a une vision vers l'avenir et pour l'avenir de nous tous. Et enfin, de nous tous, je dirais, le monde tamoul, mais en plus, pour le monde entier, sa vision ne s'arrête pas et ne se limite pas à l'Inde. Sa vision va plus loin. Il nous emporte vers des horizons d'avenir et des horizons heureux. Et c'est pour ça qu'on a pensé qu'il idéalisait. Non, il avait un idéal qui, naturellement, ne pouvait pas facilement se mettre en place. Merci. Je voulais juste préciser que Maryse Romanos est écrivaine et elle est aussi une poétesse. Petite précision. Alors, ce que j'ai bien pu comprendre, c'est qu'il était très humble, on va dire même à la limite de la pauvreté. Donc, je souhaiterais savoir, est-ce qu'il a fait des études? Parce qu'il était extrêmement généreux. Quand il touchait quelque... Ah oui, oui, il avait fait des études. Il avait fait des études, mais surtout, faut savoir que c'était un homme extrêmement généreux. Alors, on cite une histoire sur sa vie où il est allé, il a chanté sa poésie. Les gens étaient très émus. Il y avait un monsieur riche dans la salle qui lui donne son châle tout brodé en or. Bharati le porte, il marche dans la rue. Il y a un conducteur à l'époque, comment on l'appelait, un tuk-tuk, mais pas, ou qui est poussé par l'homme, quoi. Rickshaw, mais c'est pas auto-rickshaw, tu vois, c'est l'homme, quoi, dans ce genre. Donc, il dit, Sami, où est-ce que vous aimeriez aller? Alors, Bharati, qui est encore dans le monde des idées, il lui dit, où tu veux m'emmener, je viens avec toi. Alors, il dit, Kundagasami, venez vous asseoir. Il monte dans le rickshaw et cet homme va conduire une certaine distance et après, il lui dit, mais où vous voulez aller? Bharati a dit, je ne sais pas, tu m'as invité à m'asseoir, je me suis assis. Je suis poète. Alors, il paraît que le conducteur qui pédalait a dit, mais combien d'argent est-ce que vous pouvez me payer pour tout ce que je vous ai fait? Il a dit, je n'ai pas d'argent, la seule chose que j'ai, c'est ce châle en or, brodé avec de l'or. Je peux te le donner. L'autre l'a pris. Donc, Bharati revient à la maison, aussi pauvre qu'il est parti. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une autre histoire où sa femme prie pour la famille. Elle va chez une voisine généreuse. Elle revient avec 3 poignées de riz. Elle le laisse dans la cuisine et son mari est sur le tenay en train de chanter, le grand poète. Et il voit qu'il y a des moineaux qui essayent de picorer. Il n'y a rien dans la cour. Qu'est-ce qu'ils vont picorer? Il va dans la cuisine, il jette le riz qu'elle a apporté pour la famille aux moineaux. Vous voyez, Shalama ne l'a jamais divorcé, elle l'a adoré jusqu'à la fin, mais franchement, il y avait de quoi. Hein. Ouais. On n'avait pas mangé. C'est vrai, c'est vrai. C'est sûr. Mais c'était un homme à idées, madame. C'était un homme à idées, un homme à sentiments. Ces hommes, on les admire à distance après un siècle. Ça veut dire que son corps était sur la terre, mais dans sa tête, il était dans les sphères. Voilà. Et c'est normal, c'est un poète, on ne peut pas s'attendre mieux, quoi. Mais par exemple, on dit qu'il adorait sa femme, qu'il la prenait par la main, ils marchaient ensemble, mais elle était plutôt gênée par cette générosité, par cette démonstration d'affection. C'était une femme traditionnelle brahmane, elle aussi pauvre. Elle avait des enfants, elle avait une famille à gérer, et il y avait son mari. Poète, grand poète. C'était tout. Je retiens, je parle, on est retenu, on t'aime.
de la libération de la femme. Et la libération de la femme et le système des castes. Le système des castes engendre la misère et nous devons le reconnaître. Voilà, j'ai retenu deux thèmes récurrents qui ont été évoqués par ce film. On était vraiment contents de cette intervention. Merci de tout cœur. Joyeuse nouvelle année.